Dans le chapitre précédent, nous avons vu les modèles à automates, c'est-à-dire les outils mathématiques et informatiques qui permettent de résoudre les grandes équations de la physique, de la chimie ou des sciences exactes. Si puissantes qu'elles soient, notamment avec les ordinateurs nouvelle génération que nous avons, elles en sont néanmoins souvent inefficaces par rapport à un certain nombre de problèmes que l'on rencontre dans la nature et que rencontrent les animaux, les plantes dans la nature et qu'ils résolvent sans mathématiques. Donc l'objectif de ce chapitre-là, c'est d'exposer les principes qui ont conduit les mathématiciens et informaticiens et physiciens à développer des modèles qui s'inspirent de l'efficacité des colonies d'animaux pour la résolution de leurs problèmes. En effet, les oiseaux qui volent ne résolvent pas les équations de l'aérodynamique qui sont la base de tout calcul pour concevoir un nouvel avion. De la même façon, une colonie de fourmis est très efficace pour découvrir et sécuriser ses sources d'approvisionnement. C'est ce qu'on appelle de l'optimisation logistique que font journellement les flottes de camions, les voyageurs de commerce ou toutes les personnes qui ont des problèmes de logistique à résoudre. Et là aussi, elles le font sans mathématiques et de manière très efficace. Donc, les modèles biomimétiques vont s'inspirer de cette efficacité pour essayer d'améliorer les modèles sur ordinateur. Il y a trois grandes propriétés du vivant qui est à la source de l'efficacité de ces méthodes-là, dont les algorithmes mathématiques et les automates notamment doivent s'inspirer. Premièrement, ils doivent être adaptatifs, c'est-à-dire que les systèmes de plantes d'animaux ont une extraordinaire capacité à s'adapter à leur environnement. Donc il va falloir développer des modèles à automates qui soient adaptatifs. Et pour ce faire, on va développer ce qu'on appelle des modèles en essaim ou modèles de fourmis et les modèles génétiques. Une deuxième propriété qu'ont les êtres vivants, c'est la capacité de se reproduire, de se dupliquer et de se réparer. Et là aussi, si l'on veut par exemple faire de la robotique, ou si un jour on veut envoyer des systèmes automatiques dans l'espace par exemple, eh bien, on doit être capable d'être capable d'implémenter ce type de propriété dans les systèmes à automates utilisés dans les robots par exemple ou les ordinateurs. Enfin, les animaux dits supérieurs ont une capacité extraordinaire d'apprentissage, c'est-à-dire la capacité de s'inspirer des échecs et réussites des expériences précédentes pour améliorer leur performance dans le futur. Donc, les séries de modèles automates que nous allons étudier dans les deux chapitres qui suivent vont s'inspirer des modèles de la nature en essayant d'implémenter ces trois capacités que l'on vient d'évoquer. La majeure partie des problèmes que nous allons voir à résoudre et qu'ont à résoudre les colonies d'animaux ou d'insectes, c'est les problèmes d'optimisation. C'est-à-dire qu'on a un problème à résoudre, par exemple trouver le chemin optimal pour trouver la nourriture, eh bien un problème qui va dépendre de nombreux paramètres et il faut trouver un ensemble de paramètres qui rendent une fonction d'évaluation optimale. Et cette fonction optimale peut être nulle ou au contraire une valeur fixée d'avance, c'est-à-dire qu'on peut se poser la recherche de la meilleure des solutions possibles. On va voir que ce problème-là peut avoir une complexité extraordinaire et que souvent l'idée n'est pas de trouver la meilleure solution, mais de trouver une des meilleures solutions à un coût raisonnable. La solution mathématique, a priori, même si elle est très compliquée à trouver dans la réalité, est obtenue en imposant que la dérivée de la fonction s'annule pour tous les paramètres, ce qui correspond à un plateau dans la carte de la fonction optimisée, soit un sommet, soit un creux dans une vallée. Ces problèmes d'optimisation ont une importance vitale dans énormément de disciplines, et en particulier dans l'ingénierie. Aussi, on trouvera énormément d'ouvrages et d'articles sur la façon d'optimiser, avec des méthodes mathématiques, d'optimiser ce type de problème. En fait, ce n'est qu'à partir des années 60 qu'on a commencé à améliorer ou à se différencier de ces méthodes purement mathématiques par des méthodes inspirées des systèmes biologiques.
Le cas le plus simple que l'on a à résoudre dans un système naturel, c'est par exemple ce qu'on appelle la descente rapide, c'est-à-dire nous sommes dans un sommet, sur un sommet d'une montagne, et nous voulons aller vers la vallée de la manière la plus rapide possible. Donc là, il est clair que la fonction optimisée, c'est l'altitude, et puis trouver le chemin le plus rapide. Mais on va se mettre dans une situation telle que assez particulière dans la mesure où on supposera que soit on est aveugle ou bien on est dans un brouillard tel qu'il est impossible de voir l'environnement. Donc la méthode va consister en se situer en un point, ici l'intersection des deux flèches bleues, et dans le brouillard, essayer de trouver la direction vers laquelle descendre. Alors pour ce faire, on fait un pas dans 2 ou 3 ou 4 directions, les 4 points cardinaux par exemple, et à partir de ce qui se passe dans ce pas-là, essayer de deviner la descente de plus grande, la direction de descente la plus rapide. Ça s'appelle techniquement la recherche du gradient maximum dans un point. Et puis une fois qu'on a déterminé cette descente, cette direction de descente rapide, eh bien d'avancer d'un certain nombre de pas dans cette direction et recommencer l'opération. Donc l'algorithme est ultra simple à implémenter. Recherche de la direction de plus grande pente, avancer de X pas, refaire le calcul de l'altitude à ce niveau-là, et puis s'arrêter lorsque, en étant en un point, on trouve aucune autre direction qui permette d'aller plus bas. Méthode très rapide qui pose 2 questions. La première, c'est le choix de X, c'est-à-dire de combien de pas je dois avancer dans la direction de plus grande pente que j'ai choisie, sachant que ce calcul-là est quand même un peu compliqué, et si je fais des pas, de trop petits nombres de pas, j'aurai souvent à faire le point, donc je perdrai beaucoup de temps. Par contre, si je fais de trop grand nombre de pas X, je risque de passer la zone où laquelle je veux m'arrêter. Donc il y a un choix, mais là qui se fait par approximation successive et par itération. Mais le problème beaucoup plus fondamental, c'est ce qu'on appelle le problème des minima locaux. Comme on le sait, en montagne, on peut très bien avoir ce qu'on appelle des vallées suspendues, c'est-à-dire dont on ne peut s'échapper qu'en remontant. C'est ce qu'on appelle des minima secondaires, et les minima secondaires peuvent bloquer ce type de démarche dans une solution qui n'est pas satisfaisante, mais qui est un minimum local. Alors pour résoudre ce problème-là, on s'est inspiré d'abord de la métallurgie, la minéralogie, et en fait c'est une méthode qu'on implémente lorsqu'on veut, par exemple, on a loupé des confitures. Alors, ce qu'on appelle le recuit simulé. Lorsque l'on a une confiture qui est mal prise, eh bien, on la réchauffe. Eh bien, c'est une situation un peu plus complexe, mais qui apparaît aussi et qui a inspiré donc, les ingénieurs d'IBM qui ont développé cette méthode algorithmique. Ils ont observé le fait que quand on tire un cristal de silicium pour pouvoir le découper et en faire des circuits microélectroniques, de temps en temps, le processus déraille, et au lieu d'avoir un cristal parfait, on a un cristal avec des défauts. Alors, ce que faisaient les métallurgistes dans ce cas-là, c'est que quand le cristal devenait imparfait, on réchauffe la zone avec le défaut et on continue à faire le processus. Donc, c'est ce qu'on appelle le recuit simulé qui permet donc d'éviter qu'on se retrouve bloqué dans un cristal qui n'est pas parfait mais qui correspond à une situation stable. Eh bien, schématiquement et mathématiquement, cela correspond à l'opération qui consiste à descendre le long d'une courbe avec des minima secondaires. Et donc, pour échapper aux minima secondaires, il faut accepter de remonter un peu pour trouver un minimum plus favorable. Alors, on va pour ce faire du recuit simulé. On va paramétrer ceci par une température. Quand le système va être à très haute température, il va accepter de remonter très facilement, ce qui va lui permettre d'échapper aux minima secondaires, et progressivement, on va le refroidir, c'est-à-dire qu'on va accepter de moins en moins facilement de remonter, et on va donc converger vers le minimum le plus bas. C'est un algorithme qui est très simple à implémenter et qui s'inspire notamment pour le choix de la remontée des éléments de physique statistique avec l'exponentielle ici qui apparaît et qui est fonction de la température. Cette méthode-là va être utilisée dans des problèmes dits d'optimisation.
Optimisation combinatoire, parce qu'on va voir que cela correspond à des recherches sur ce qu'on appelle des graphes. La logistique, collecte de lait des ordures, distribution de colis, guidage de voitures par GPS, etc. Finalement, tout ceci se ramène à ce qu'on appelle des chemins ou des cheminements optimaux dans des graphes, et on recherche par permutation de circuits optimaux de chercher les circuits les plus courts. En général, on ne cherche pas le circuit le plus court, parce qu'il est souvent il serait énormément long à calculer. On préfère faire un arbitrage entre des bonnes solutions et un temps de calcul raisonnable. Donc voici typiquement un graphe avec des sommets qui sont reliés ou non par des arêtes, et chaque arête a un poids qui généralement, par exemple, correspond à une distance lorsqu'on fait un graphe de parcours de ville. La complexité de parcours des graphes est dite de non polynomiale. En effet, la plupart des problèmes de traitement des graphes sont proportionnels à la factorielle du nombre de sommets, c'est-à-dire une exponentielle. En effet, s'il y a 10 sommets, 10 factoriels correspond à 1 million de solutions possibles, 20 factoriels, 10 puissance de 18, c'est-à-dire des millions de millions de millions. Et si on a 100 sommets, ce qui n'est pas rare, le nombre de solutions est de 10 puissance 157, qui excède et de très 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 loin le nombre de particules dans l'univers. Donc, les parcours des graphes, problème très récurrent, et dont la complexité augmente extraordinairement rapidement avec le nombre de sommets. Le problème le plus emblématique de ce type de parcours, c'est le problème dit du voyageur de commerce, qui consiste à parcourir dans une carte un certain nombre de sommets, qui sont par exemple des villes, l'objectif étant, partant d'un point, de parcourir tous les autres sommets, et de revenir au point de départ en ne passant qu'une seule fois par sommet. Un petit peu analogue à la tournée du voyageur de commerce que fait le voyageur de commerce et qui la cherche à rendre la plus courte possible. Quand il y a n villes, il y a n-1 factoriel sur 2 solutions, ce qui correspond à des solutions extraordinairement nombreuses très vite dès que le nombre de villes dépasse la dizaine ou plusieurs dizaines. Par exemple, ici nous avons une solution qui a été trouvée, et est-ce qu'il est très difficile de savoir si c'est une très bonne solution ou simplement une solution trouvée et qui correspond à un minimum secondaire dans la fonction optimisation de recherche de la solution la plus courte. Alors, la méthode la plus basique va consister à numéroter toutes les villes, appelons-les comme ça, de 1 à grand N, et puis, dans ce parcours, permuter de manière aléatoire la place d'une ville, c'est-à-dire qu'on a la ville 5 et la ville qu'on tire au hasard 9, eh bien on va permuter dans la liste les villes 5 et 9 et calculer la nouvelle distance. Si elle est meilleure, on la garde et on repart de cette nouvelle tournée pour essayer de l'améliorer et ainsi de suite. C'est une démarche qui est efficace, mais qui a un côté parfaitement aléatoire. On est sûr qu'on améliore la solution. En revanche, on n'est jamais sûr que la solution finalement trouvée est une très bonne solution par rapport à la solution exacte. Des algorithmes meilleurs, qu'on appelle les algorithmes gloutons, vont s'inspirer d'une hypothèse qui est fausse, mais qui n'est pas très fausse. C'est l'hypothèse que quand on a un problème d'ensemble, eh bien, la solution optimale pour l'ensemble est la somme des optimaux locaux. Et nous allons implémenter ça dans l'algorithme qui va consister à partir d'une ville, et à chaque fois que j'arriverai à une ville, je choisirai parmi les villes les plus proches, la plus proche comme ville suivante. Donc, de proche en proche, on part d'une ville, et une fois qu'on arrive à une ville, on recherche parmi celles qui n'ont pas été visitées, laquelle est la plus proche, auquel on va aller, et ainsi de suite. Et bien sûr, à la fin, le nombre de villes qui n'ont pas été visitées est de plus en plus faible,
et on peut être amené à avoir des très grands déplacements pour finir la tournée. Donc l'algorithme est hyper simple, il y a deux listes, une liste du trajet déjà effectué, 1, 2, 3, 4, 5, la liste de toutes les villes qui n'ont pas été visitées, et à chaque étape, on cherche parmi les villes non visitées, celles qu'il faut visiter, calculer la distance, la mettre dans la liste des villes visitées, et ainsi de suite. C'est un programme extrêmement simple à implémenter et qui fonctionne très bien. J'appellerais ça l'algorithme des fourmis anosmiques qui n'ont pas d'odorat, puisque on verra que pour améliorer cet algorithme, les algorithmes dits de fourmis vont introduire une amélioration inspirée des colonies de fourmis pour améliorer cet algorithme. Il faut savoir quand même que ces algorithmes gloutons sont aussi sensibles aux minima secondaires qu'ils ne résolvent pas. Pour illustrer ça, nous allons faire un circuit que nous avons défini ici, et voici le type de solution que l'on trouve en descente inconditionnelle, c'est-à-dire par permutation de villes, et de choisir à chaque fois le parcours le plus court qui sont déduits, et s'arrêter lorsqu'aucune permutation n'améliore la solution. Et là, c'est le recuit simulé qui a été obtenu en acceptant notamment au début de l'exploration de remonter, et voilà une solution qui est plus simple topologiquement et dont on verrait d'ailleurs qu'elle est meilleure au point de vue des distances. Alors, si on regarde comment s'est déroulé l'algorithme, la descente est conditionnelle. À chaque fois qu'on a trouvé par permutation aléatoire une trajectoire meilleure, on l'a prise. On a descendu pour aboutir à une utilisation stable avec 2,1 comme distance. Le recuit simulé, on est parti des températures assez élevées et progressivement on a refroidi. On a donc un schéma avec au départ des possibilités de remonter, d'accepter des parcours apparemment moins bons pour progressivement trouver des solutions assez bonnes sur lesquelles on se stabilise et on s'aperçoit que par recuit simulé, on a atteint la distance de 1,6 qui est nettement supérieure à l'autre de tout à l'heure. Donc, ceci est illustré à droite par une recherche illustrée avec une température, dont je répète c'est un paramètre fictif, mais qui permet de paramétriser le problème, et la distance trouvée. Au départ, à haute température, il y a des explorations très larges, et à la fin, quand les températures sont basses, il n'y a plus que les ajustements fins, puisque la grande ligne du parcours ont été définies. Ceci à gauche correspond au fait que quand on a une courbe avec deux minima secondaires, comme la courbe ici en noir, en dessous, eh bien, si on est à haute température, c'est comme si il y avait une espèce d'effacement des bosses et que le système ne voyait qu'une espèce de courbe très lissée. Et progressivement, quand la température va baisser, eh bien, on va faire réapparaître les bosses et les niveaux secondaires, mais durant le processus, déjà, la solution aura été piégée dans le minimum absolu. À gauche, sur le blog, vous pourrez mettre en œuvre cette vidéo qui démontre la façon dont la recherche d'un chemin optimal parmi des centaines de villes aux États-Unis a été trouvée, alors qu'elle est absolument hors de portée de tout calcul classique. Voilà. Ensuite, nous avons toujours des problèmes d'optimisation et nous avons déjà noté que les colonies d'animaux sont extrêmement efficaces quelquefois pour gérer leurs problèmes de recherche de nourriture ou tout autre problème d'optimisation, que ce soit par exemple les fourmis ou les essaims d'abeilles. Dans les deux cas, nous avons des structures avec de nombreux acteurs, de nombreux processeurs, ou fourmis ou abeilles, qui sont individuellement extrêmement pauvres, extrêmement peu puissants, alors que quand on fait de l'informatique sur silicium classique, on cherche à avoir les processeurs les plus rapides. Et donc, on va faire apparaître une dialectique, c'est-à-dire une démarche qui va progressivement substituer à la recherche du processeur le plus efficace à une intelligence dite distribuée, c'est-à-dire répartie sur de nombreux acteurs. Donc l'intelligence distribuée va être le comportement collectif de systèmes décentralisés, auto-organisés, et j'allais dire
individuellement peu performants. Donc, les algorithmes que nous allons développer, l'intelligence, si on peut la qualifier comme ceci, elle est beaucoup plus dans le réseau des communications, dans les connexions, que dans les individus eux-mêmes. Ceci a été mis en place notamment par Dorigo, par un papier fondateur en 92, et qui est basé sur le fait que les fourmis balisent leur trajet, notamment quand il a eu des succès pour trouver de la nourriture, par des phéromones qui vont marquer leur passage. Ces phéromones ont la propriété de s'évaporer progressivement, régulièrement, si bien qu'au bout d'un certain temps, si un trajet n'a pas été reparcouru, renforcé, eh bien, il n'y a plus de traces du passage de la fourmi précédente. Et puis, à une bifurcation, on suppose que les fourmis arbitrent entre la distance la plus proche, comme dans l'algorithme glouton précédemment, et puis celui dans lequel il y a plus de phéromones, c'est-à-dire celui qui a été le plus parcouru par ses congénères. Donc ici, pour montrer comment fonctionnent les abeilles, ceci sont les fourmis. Ceci est une vraie colonie de fourmis que l'on a disposée sur un papier et on avait disposé sur des traces de phéromones qui dessinent sur le papier le mot anglais « ant » qui veut dire fourmi, et on voit que les colonies de fourmis se déplacent en suivant les pistes pleines de phéromones. Donc, il y a deux ingrédients importants dans les algorithmes de fourmis. D'une part, comme dans tout parcours de graphe, le tableau des distances entre les sommets, et un autre tableau qui est la quantité de phéromones qui a été déposée sur le chemin entre le sommet I et le sommet J. Et ce tableau T, d'une part, il est alimenté par les fourmis elles-mêmes. À chaque fois qu'elles parcourent un arc entre deux sommets, elles vont renforcer la quantité de phéromones dans ce tableau T, mais en même temps, avec un pas de temps régulier, progressivement, ce tableau T, il y a un taux d'évaporation qui va faire qu'une partie des phéromones déposés disparaît. Donc c'est une dialectique entre le dépôt par les fourmis, avec un taux de dépôt, et le taux d'évaporation, et sachant que le critère de choix des fourmis à une bifurcation sur un graphe sera fonction de la distance du prochain sommet et le taux de phéromones déposés. Et donc il y a un arbitrage. Là, les fourmis préféreront par exemple prendre un trajet un peu plus long, mais pour lequel il y a plus de phéromones déposés. Je vais illustrer ce parcours, cet algorithme-là, par une vidéo YouTube dans laquelle vous verrez une colonie de fourmis qui va chercher de la nourriture ici, symbolisée par des pixels rouges. Les pixels jaunes sont des obstacles que les fourmis doivent éviter, et les petits points noirs sont les fourmis qui se déplacent. Voilà, les obstacles, voilà les fourmis qui commencent à se disperser. Elles ont trouvé de manière très proche des sources de nourriture intéressantes, d'où les chemins blancs qui sont pleins de phéromones. Les chemins qui sont moins intéressants, vous voyez que les phéromones disparaissent progressivement si elles ne sont pas renforcées. Une fois que les sources de nourriture sont épuisées, les fourmis, de manière aléatoire, se dispersent et jusqu'à temps qu'un nouveau chemin, en blanc, là, renforcé de phéromones, soit détecté. Et on voit qu'il y a quand même une démarche aléatoire, et dès qu'une fourmi a trouvé une zone de nourriture, elle revient en déposant un phéromone, mais qui va progressivement s'évaporer s'il n'est pas renforcé. Donc, de proche en proche, de manière adaptative, la colonie de fourmis va ainsi s'approvisionner de manière optimale auprès des différents endroits. C'est donc ces principes-là qui sont implémentés dans tous les algorithmes dits de fourmis. Alors, il existe aussi des algorithmes dits d'abeilles.
qui utilisent les moyens dits de communication utilisés par les abeilles pour indiquer les distances et les directions des sources d'approvisionnement les plus intéressantes. Donc, les algorithmes d'essaim sont des algorithmes adaptatifs qui sont robustes pour les réseaux évoluant au cours du temps. Et c'est une situation extraordinairement courante dans nos civilisations modernes, que ce soit sur les recherches sur Internet, que ce soit le routage de véhicules, le circuit de dépôt de colis, le traitement d'images, etc. Il y a énormément de problèmes qui se résument à des recherches de chemins optimaux dans un environnement changeant et pour lesquels ces algorithmes-là adaptatifs sont particulièrement recommandés. Une deuxième façon de simuler les capacités d'adaptation de la nature, ce sont les algorithmes génétiques, qui vont s'inspirer du fait que la vie sur Terre était au départ extraordinairement simpliste, j'allais dire, avec des organismes très peu organisés. Et progressivement, les systèmes biologiques ont inventé, entre parenthèses, des systèmes pour s'adapter à leur environnement. Le plus évident est donc le système du code génétique, qui code quelque part la structure et la forme des structures vivantes. Et au cours des années sur Terre, les différents codes génétiques vont muter, s'adapter pour développer des organismes vivants de plus en plus sophistiqués, qui vont jusqu'à nous, jusqu'à notre code génétique. Donc les algorithmes génétiques vont s'inspirer de ceci. Pour les organismes vivants, il y a un système qui est la molécule d'ADN qui stocke les informations concernant la structure de l'organisme vivant. Eh bien, dans un algorithme génétique sur ordinateur, une solution à un problème, c'est ni plus ni moins qu'une suite de codes binaires qui est complètement analogue au code génétique de tout à l'heure, un code de solution. Donc, le problème va faire, comme l'organisme vivant va chercher à faire évoluer le code génétique pour le rendre plus performant, eh bien, on va faire évoluer le code de la solution pour essayer de le rendre plus adapté et optimal. Dans l'histoire de la vie, le code ADN utilise deux méthodes pour s'améliorer. D'une part, la mutation, d'autre part, le croisement, sachant qu'à chaque fois que croisement et mutation ont modifié les codes génétiques, eh bien, la sélection naturelle va faire que si la mutation ou le croisement ne sont pas favorables, elle va disparaître et seules vont être conservées les mutations et croisements qui sont favorables à l'objectif. Il en sera de même pour les algorithmes génétiques sur ordinateur, et notamment, ils ont été initiés notamment par Hollande dans les années 60. Un exemple typique que je vais illustrer, c'est la coupure en deux d'une carte électronique qui devient trop chargée. Eh bien, l'objectif, c'est de couper la carte électronique en deux cartes électroniques, mais en minimisant le nombre de fils à souder entre les deux. C'est le problème général de partitionnement d'un graphe en deux sous-graphes, en minimisant le nombre d'arêtes entre les deux sous-graphes. Alors, on va faire un codage génétique. Je prends un petit graphe très simple, qui est ici, et dans lequel je suppose que je fais la césure ici selon la ligne pointillée, et la solution, telle qu'elle est décrite, dira que si je suppose que je note 0 tous les sommets qui sont à gauche, et 1 tous ceux qui sont à droite, voici la solution telle qu'elle apparaît sur le schéma. Le sommet 1 est à gauche, 0, le sommet 2 est à droite, 1, le sommet 3 est à gauche, 1, et ainsi de suite. Donc voilà le code génétique d'une solution au problème. Je vais chercher à optimiser. Bien sûr, dans la réalité, les codes génétiques, ce n'est pas 6 bits, mais ça correspond à des milliers, ou quelquefois beaucoup plus, de bits d'information. Il va falloir modifier ces chaînes, ce code génétique binaire, en fonction de deux paramètres. Premier paramètre important, c'est le nombre de liens qu'il y a entre les deux sous-graphes. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 soudures, entre parenthèses, à faire si je veux relier les sommets de mes deux graphes. On cherche à rendre minimum le nombre de sommets, puisque ça correspond à une contrainte technologique majeure. Mais en revanche, si on ne met que cette contrainte de minimiser le nombre d'arêtes, le système va trouver une solution naturelle qui va consister à tout mettre les sommets du même côté.
qui bien sûr n'est pas une solution favorable, cherchée. Donc on va introduire un nouveau paramètre, une nouvelle contrainte. On va demander que le nombre de graphes à gauche et le nombre de graphes à droite ne soient pas trop différents l'un de l'autre. Donc on va rendre minimum le produit, la différence n0 moins n1 au carré. Et on va mettre un paramètre k pour mesurer le poids que l'on met au nombre de soudures à faire et ou au déséquilibre entre les deux sous-graphes. La première méthode va être la méthode dite de mutation, qui correspond à ce qui est observé dans la nature, c'est-à-dire que de manière aléatoire, on va changer un des bits de la solution. C'est-à-dire qu'on va faire passer par exemple le bit numéro 3 au hasard de 0 à 1. Ça suppose que ça veut dire que le sommet 3 a basculé du côté droit, côté 1. Et on va calculer la fonction pour savoir s'il y a eu une amélioration dans le calcul, dans la fonction optimisée. Et ainsi de suite. Encore une fois, on fait ça sur des codes génétiques beaucoup plus longs qu'un petit paragraphe de 6 sommaires. Un graphe de 6 sommaires. Et le croisement, lui, s'inspire tout à fait directement de la sexualité, puisque la sexualité est apparue plus tard dans l'évolution du vivant et a correspondu à une explosion et une différenciation, une explosion de la complexité des organismes vivants, qui consiste à prendre deux solutions raisonnables au problème et de couper en deux les deux codes et de permuter les codes correspondants pour avoir donc deux solutions différentes. Et ensuite de savoir quelle est la solution la meilleure. Donc l'accroisement est complètement inspiré de la sexualité. Donc les algorithmes génétiques dits eugéniques vont faire une opération que font tous les botanistes, les fabricants de graines, les fleuristes, etc. C'est faire un mélange de mutation et de croisement pour obtenir des espèces désirées. Alors pour ce faire, on prend au hasard un ensemble de solutions. Ici, on en a pris 8 solutions. Et on va en faire une tribu, c'est-à-dire que cette tribu-là, on va la faire évoluer, d'une part en créant de nouveaux individus par mutation aléatoire, et deuxièmement, en faisant des croisements entre les individus. On aura donc une tribu beaucoup plus nombreuse, avec les solutions initiales, plus les solutions dérivées. À nouveau, on va faire une sélection, on va prendre les 8 meilleurs de la tribu, et à nouveau, on va refaire le processus de multiplication, mutation, croisement, pour générer une nouvelle solution, et ainsi de suite. Donc, de proche en proche, nous aurons donc un ensemble de solutions qui sera de plus en plus proche de la solution désirée. C'est une solution parfaitement eugéniste, donc qui serait critiquable si on l'appliquait aux humains, mais qui n'est certainement pas critiquable quand on l'applique à des êtres artificiels que sont des solutions numériques à des problèmes. Les algorithmes que nous avons vus ont donc déjà montré la piste qui va être suivie d'ailleurs dans la suite, c'est que alors qu'une grande partie des problèmes sur ordinateur et des progrès qui ont été faits ont été obtenus par un progrès incessant dans la capacité des processeurs, leur rapidité, leur puissance, eh bien, les systèmes inspirés du vivant, eux, démontrent que l'intelligence n'est pas dans le processeur, mais l'intelligence est dans la communication entre de très nombreux processeurs, même s'ils sont individuellement très faibles. Voilà, ce premier tour qui a été fait, il a surtout été là pour illustrer la capacité d'imiter la nature dans sa faculté d'adaptation. Et donc, les algorithmes, première famille d'algorithmes dits bio-inspirés, a été d'implémenter la faculté d'adaptation des systèmes vivants aux algorithmes d'optimisation, notamment optimisation combinatoire. La deuxième partie va chercher à implémenter sur les automates les deux autres propriétés du vivant évoquées plus haut, que sont d'une part l'autopoïèse et la faculté d'apprentissage.